Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. On est mercredi, normalement, on doit faire un point sur les petites UT de flux. Mais bon, sincèrement, on en a parlé hier dans le brief hebdo, c'est le gros mercredi de la semaine. On a le CPI data avant l'ouverture du marché américain cet après-midi. Ce soir, on a les minutes de la Fed en petit bonus à la clôture, enfin avant la clôture. On viendra ajouter à cela, plutôt en fin de session américaine, la fameuse Capella Upgrade, donc Shanghai Capella Upgrade pour Ethereum, et ça va être le sujet de cette émission. Donc ce matin, clairement, on ne va pas faire nager dans la soupe avant des catalyseurs, je vais juste vous faire très simple, hein, d'accord, quelques petites notions que vous connaissez normalement déjà dans les séquences de flux qui sont toujours en cours. Et normalement, rappelez-vous, par rapport aux notions que je vous avais déjà transmises, quand on est dans des flux, on n'essaie pas de trop intellectualiser le truc, mais vous savez qu'en cours de flux, il y a quelques règles qui vous permettent de naviguer moins de façon... Ça ne permet pas de prévoir ce qui va se passer, ok? Mais clairement, ça permet de dire ça, c'est peu probable, etc. Donc les règles que vous devez connaître, enfin, pas les règles, mais les structures résonantes qu'on a à l'intérieur des flux sont souvent les mêmes, d'accord, que vous connaissez, c'est-à-dire ce que j'appelle souvent le ratio 1 pour 1. C'est de dire, dans ces flux, on a souvent tendance à se déplacer en crabe, c'est-à-dire qu'on recule de 1, ce qui permet d'avancer de 2, dans le sens du flux, ok? Donc vous savez déjà que ça paraît très peu probable que le S&P trade au-dessus de 4232 aujourd'hui, parce que c'est le fameux ratio 1 pour 1. Là-haut, franchement, bon, si vous voulez arbitrer à la vente, why not? De même qu'il y a un autre truc que vous connaissez, avant des catalyseurs prévus, c'est-à-dire là on parle de calendrier économique ou d'événements dont on connaît la release exacte, d'accord, des événements temporels, dont on sait qu'en plus ils catalysent de l'incertitude, donc probablement de la volatilité. Vous savez que généralement le marché va se poser le cul entre deux chaises, c'est-à-dire vous savez aussi que si vous pouvez identifier une zone, la deuxième se trouve normalement à équidistance. Okay, puisque le marché va généralement, juste avant le catalyseur, se poser pile poil le cul entre deux chaises. Donc, si on reste là avant le CPI et les minutes de la Fed ce soir, d'accord, vous savez que le maxi c'est là et donc que le mini c'est là. Ok, voilà, à partir de là, vous pouvez faire mumuse, hein, amusez-vous. Ok, tout ce que vous savez aussi également, c'est que donc, dans cette séquence de flux en horaire, si on renverse le contexte ici, donc si on vient chercher la zone basse, il y aura normalement un repli en troisième borne derrière, et ensuite, on peut racheter la moyenne ou la borne basse. Voilà, dans la séquence de flux normale. Voilà, pour moi, tout ce que je sais sur le S&P 500, vous voyez, il n'y a pas besoin de faire un discours de 300 ans pour expliquer ceci, cela, à quel point l'inflation est importante, à quel point c'est dramatique la situation aux États-Unis et dans le reste du monde. Il suffit juste de regarder ces graphiques. Voilà, bref, et comme je dis souvent, après, quand on sombre dans l'incertitude de savoir pourquoi les choses se passent, la géopolitique, le machin, les actifs macroéconomiques, c'est bien hein, de faire de la macroéconomie, mais en soi, quand on trade, la base, c'est quand même déjà de respecter sa stratégie de trading. Voilà. Je sais, c'est chiant, hein, je déteste faire le mec qui donne des leçons, mais sérieusement, voilà, je lis tellement de conneries en ce moment que c'est assez dramatique. Donc si votre job, enfin en tout cas si vous êtes ici pour essayer d'apprendre le trading, retenez qu'avant d'espérer jouer les géants macroéconomiques et les gérants macro, il faut peut-être déjà commencer par apprendre une stratégie de trading et que ça commence plus par des règles et de la rigueur que par essayer de sombrer dans l'incertitude et la subjectivité de tous ces délires macro, machin, etc. Et souvent, hein, je vous dis, là, les gérants macro, enfin les gérants macro, les analystes macro sont souvent les plus mauvais traders. Donc si vous, votre objectif, c'est plutôt d'être trader, et c'est méchant, ça ne veut pas dire que je critique le travail de ces gens-là, je dis juste qu'ils vous seront néfastes dans votre objectif à vous, qui est d'apprendre le trading. Ok ? Donc je préfère juste remettre les choses à leur place. Je critique jamais pour le plaisir de critiquer, c'est vraiment pas le but. Mais ces gens-là seront néfastes dans votre apprentissage du trading, à condition que ce que vous vouliez faire, c'est apprendre le trading. Et c'est par définition ce que moi j'essaye de faire avec vous ici. Donc c'est pas juste une critique bête et méchante, c'est vraiment d'expérience personnelle. Hein. C'est ces trucs que je vous dis, ne perdez pas votre temps avec ces gens-là, parce que moi j'en ai perdu beaucoup. Voilà, c'est plutôt ça que j'essaie de vous transmettre. Ok, parenthèse refermée, revenons à autre chose. Donc le deuxième truc du jour, et ça je pense que ça nécessitera peut-être un bon 10 minutes de discussion, il faut qu'on parle de Chapella. Donc là c'est pareil, petit coup de gueule, bon ça m'émerde, voilà, mais je lis beaucoup de merde sur Chapella et ça m'horripile. Donc je vais essayer de vous donner un contenu plus quali pour remplacer, enfin en tout cas je vous laisserai faire votre propre appréciation personnelle. Bon. Donc, qu'est-ce que moi je retiens de Chapella? Alors c'est ma vision perso, ok, mais de ce que j'ai vu, hein, je m'informe quand même sur les réseaux, j'essaie de garder ce qui me semble le plus cohérent, le plus rationnel, en opposition à d'autres trucs un peu moins quali. Donc, qu'est-ce que j'ai vu de quali sur Chapella?
Et qu'est-ce que j'en pense? Bon, pour ma part, il y a l'aspect réglementaire, c'est-à-dire le vrai nerf de la guerre de ce qui pourrait intervenir avec Chapela, et surtout l'après Chapela, c'est-à-dire quelques jours, voire semaines après Chapela. Tout dépend. C'est plutôt l'aspect réglementaire, c'est-à-dire chez les professionnels, ou les gens en tout cas qui me semblent un peu plus expérimentés en finance, c'est ça qui relate la plupart du temps. C'est vraiment l'aspect réglementaire, c'est-à-dire maintenant que concrètement les gens qui validaient sur Ethereum vont pouvoir récupérer le reward, même si en réalité ces rewards ils sont déjà récupérés depuis longtemps, ils sont juste accumulés sur des wallets, ils n'étaient pas légitimement possédés dans le sens où ils ne pouvaient pas être retirés. Donc d'un point de vue légal, le retrait officiel des Ethereum stakés sur la Beacon Chain, donc je vous en ai parlé hier, ça dépend à quel moment le validateur a été lancé. On va dire globalement, s'il a été lancé entre tôt et pas tôt, on vous aurait entre 3 et 5 Ethers de reward sur le validateur. Donc, encore une fois, il ne s'agit pas de sommes astronomiques qui vont atterrir dans le marché. Comme on l'a dit, en plus de ça, il y a très peu de chances que le narratif de concentrer son énergie à essayer de savoir si les gens vont vendre ou pas leurs Ethers, c'est débile, d'accord ? Il n'y a que les débiles, en fait, pour croire à ça, pour ma part. Ça n'a fait aucun sens rationnel pour deux raisons. La première, c'est que les gens qui valident la Beacon Chain sont des gens qui, concrètement, sont entrés dans un trade en sachant qu'ils ne savaient pas quand ils en sortiraient. Ça veut dire, je suis prêt à prendre le risque, ne connaissant pas le reward. Bon, si vous comprenez un tant soit peu, comme je vous dis ce que je vous apprends ici, vous comprenez que si quelqu'un est prêt à prendre un risque dont il est capable de mesurer l'ampleur, concrètement, là, le risque, c'est bon, ben, ça se trouve, le truc, il bug, il merde, pouf, j'ai tout perdu. Bon. C'est quand même assez peu probable, mais c'était le risque, sans connaître le reward. C'est-à-dire, le reward, il est hypothétique, mais dans tous les cas, je sais qu'il ne peut pas être à court terme, puisque même s'il est à court terme, je m'entérine l'incapacité de pouvoir le récupérer. Ça veut dire, si Ethereum était en explosion à 10K, ou à 200K, ou à 2000K, je ne pouvais même pas sortir. Je perds la liquidité, je perds le droit de faire ce que je veux avec mes tokens. Donc, vous comprenez bien que les gens qui ont fait ça, c'est pas des gens qui ont une conviction à court terme sur l'Ethereum, c'est pas des gens qui vont vendre à 1800 $ l'Ether. C'est des gens comme moi qui n'ont rien à battre de la zone de prix actuelle. Moi je vous l'ai dit, mais Ether, mais même pas, je réfléchis avant 10K. Donc au pire c'est zéro. Hein. Moi j'ai toujours été clair avec vous. Sur la partie validation, pour moi c'est ouais, au pire j'ai tort, ça va à zéro, tant pis. J'étais prêt à perdre la liquidité totale de mes tokens et si ça va à zéro, je m'en tamponne. Mais total, ok, je suis prêt à ça. D'un autre côté, retrouver la liquidité de mes tokens, ça ne m'intéresse même pas avant qu'on soit sur les zones de valorisation, pour moi, plus légitimes de ces trucs-là. C'est en lien avec les cycles d'adoption, donc c'était de toute façon, je savais qu'en m'embarquant dans un validateur Ethereum, ça m'amenait au moins jusqu'à 2024-25. Donc qu'est-ce que j'en ai à battre des zones de prix actuelles et qu'est-ce que j'en avais à foutre d'être bloqué sur la Beacon Chain? Donc si vous comprenez ça, vous comprenez le profil d'un validateur. Alors je ne dis pas que mon profil est représentatif de tout le monde, il y a forcément d'autres profils, mais c'est clairement le profil dominant de ceux qui ont pris le risque de valider la Beacon Chain. Donc ces gars-là ne vont pas sortir et vendre leurs Ethers. Il faut que vous compreniez ça, bordel. Deuxième truc, ce que ces gens-là risquent de faire en revanche, c'est récupérer effectivement leur reward. Et la question, c'est donc de savoir ce qu'ils vont faire de ces rewards. Est-ce qu'ils vont donc se servir de ces rewards pour payer des factures ? Ce qui aurait pu être le cas par exemple sur du proof of work ou un truc comme ça, il y a quand même une dépense. Bon, la dépense concrète d'un proof of stake, c'est un serveur à la maison qui tout au plus coûte 250 balles. Donc bref, concrètement, valider Ethereum, ça coûte peanuts. Okay, ça ne coûte rien. Donc, il y a très peu de chances que ces gars-là utilisent leur reward Ethereum pour amortir la dépense énorme de valider la Beacon Chain en faisant tourner un petit serveur qui consomme tout au plus de 250 watts à la maison depuis 1 an et demi, voire 2. D'accord? Donc concrètement, c'est fucking négligeable. C'est clairement pas avec ces rewards que les gens vont payer leurs dépenses énergétiques. Pire, ce sont, comme je dis, des gens convaincus qui vont certainement pas vendre leurs Ethers à 2000 boules. Bon, vous faites comme vous voulez. Ça paraît complètement irrationnel. Le plus probable, en revanche, c'est qu'une large partie de ces opérateurs vont récupérer leurs rewards pour lancer d'autres validateurs. C'est-à-dire, j'ai dit 3 à 5 Ethers en moyenne, on va dire, par instance de validateur, donc 32 Ethers. Ça veut dire qu'un mec qui a lancé 5-6 validateurs, bah, il peut déjà lancer un validateur de plus juste avec les rewards qu'il a accumulés sur la Beacon Chain. Donc c'est ce qui, pour ma part, a le plus de chances de se produire. Les gens vont récupérer leurs rewards pour relancer de nouveaux validateurs. Donc bon, à mon avis, c'est même plus bullish que jamais qu'autre chose ce qui va se produire sur Chapela, parce qu'une grande quantité d'Ethereum jusque-là non circulants ne vont pas entrer en circulation. Ils vont juste augmenter le ratio de staking, ce qui va augmenter la sécurité d'Ethereum. Enfin bon, bref. Donc pour moi, c'est pas du tout bearish Chapela d'un point de vue, on va dire, positionnement fondamental des acteurs existants.
Mais ça, c'est se concentrer sur les acteurs existants et ne pas comprendre, pour moi, le grand problème. Et la grande question de Chapela, c'est est-ce que Chapela va enfin permettre, à court ou moyen terme, après cette release, de libérer de l'espace pour de nouveaux entrants qui, eux, attendent une chose principalement, les investisseurs plus institutionnels, ou en tout cas institutionnalisés, parce qu'eux sont des acteurs régulés, ne peuvent pas entrer dans ce flou juridique dans lequel on est. C'est-à-dire, bon, bah, alors d'un côté, on sent bien que le marché de la dette, il est sur la fin du cycle d'endettement, de macro-cycle de 50-70 ans, qui a démarré post-Seconde Guerre mondiale. On sent bien qu'on est à la fin, la bulle de dette, elle a du mal, on patche à chaque fois le système, à chaque crise pour essayer, puis on repousse le problème, mais concrètement, on est dans la merde avec la dette souveraine. Donc, il n'y a pas 50 solutions, et tous les gens qui sont un petit peu intelligents... pardon, j'aime pas, parce qu'après les gens disent que je suis condescendant. Donc on va faire simple. Les décisions smart money, d'accord? La smart money, elle ne connaît pas plus l'avenir que tout un chacun. Elle a juste tendance à prendre des décisions un peu plus rationnelles que la moyenne. Donc, on va dire décision type smart money. Ces gars-là ont compris depuis longtemps que la bulle de dette, elle est un peu à bout. Ils ne parient pas encore sur l'effondrement, mais ils cherchent des solutions alternatives. Bon, je vous l'ai toujours dit, pourquoi moi, Ethereum, j'ai tout de suite compris que ces gars-là allaient aller là-dessus, parce que je sais comment ces gars-là pensent. Je pense comme eux, en fait. Donc, c'est juste de dire, c'est évident que quand ils se renseignent sur Ethereum, ils comprennent tout de suite ce que ça représente, Ethereum. Un réseau décentralisé, donc on ne peut pas l'arrêter, d'accord? Aucun gouvernement ne peut prendre le contrôle dessus, ou alors un contrôle très partiel, qu'on a pu le voir temporairement, avec une forte dominance des États-Unis au niveau des validateurs, et on a réussi à essayer de forcer un peu l'OFAC. Mais encore une fois, il y a toujours, tous les jours, des centaines de blocs qui passent non OFAC compliant. Ça veut dire, encore une fois, ce n'est pas de la censure. La seule chose qui se produit sur Ethereum avec l'OFAC, c'est une expérience utilisateur dégradée pour ceux qui ne sont pas OFAC compliant. Mais de toute façon, vos transactions, elles finissent par passer. C'est pas parce qu'on vous interdit l'accès à un front-end que vous ne pouvez pas interagir avec le smart contract. Donc, c'est juste, encore une fois, dramatique, de bêtises, de parler de censure sur Ethereum. D'accord ? La vraie censure, c'est des gens qu'on met en prison, qu'on fait taire, voire qu'on tue, au nom de vérités politiques qui dérangent. Bon, ça, c'est la vraie censure. D'accord ? Et ça, encore une fois, tous nos gouvernements le pratiquent. La France, les États-Unis, etc. Donc il faut arrêter les conneries. Enfin, pour moi, les gens qui osent dire Ethereum est censuré, franchement, merde, il y a d'autres censures un peu plus intéressantes, enfin un peu plus visibles et importantes dans le monde que la censure de l'OFAC compliance sur Ethereum. Donc, premier faux ami. Le deuxième, dans ce cadre réglementaire, c'est surtout donc de comprendre l'aspect flou juridique sur ces fameux rewards. C'est-à-dire que comme jusque-là, ces rewards étaient bloqués, ce que je vous disais tout à l'heure, on pouvait maintenir ce flou en disant, bon, en attendant, je mets quand même le validateur, et puis, tant que je ne peux pas retirer, ou tant que je ne retire pas les rewards, la question de la finalité de la taxe, c'est pas grave, d'accord? Mais c'est vraiment une question d'imposition. Ça veut dire de comprendre, donc dans les juridictions, particulièrement aux États-Unis, mais en Europe aussi, va se poser la question de qu'est-ce qu'on fait de ces revenus Ethereum. C'est quelque chose de nouveau, il va falloir créer un cadre légal parce qu'on ne sait pas. Concrètement, derrière, là, ici, il y a toujours deux discours. À mon sens, un discours plus smart, pas parce que c'est la vérité vraie, etc., mais juste parce qu'il est quand même plus intelligent que le discours dumb, qui est, très bêtement, c'est une security. Ce qui s'en rapproche le plus, c'est la security, c'est de l'actionnariat. Voilà, je reçois un dividende d'une action. Non, en fait, juste pas du tout. Alors à la limite, si vous faites du Lido Finance, on peut dire, dans ce cas-là, c'est un opérateur intermédiaire qui se charge d'interagir avec le protocole et il vous donne de l'argent. Là, oui, ça peut être assimilable à un dividende, je peux le comprendre. Donc encore une fois, faites très attention au Lido Finance. Ça, j'entends pas beaucoup de gens en parler, mais pour ma part, les protocoles de liquid staking type Lido Finance, s'il y en a bien certains qui vont se faire démonter par les législateurs, c'est ceux-là. Parce que eux, c'est ceux dont le modèle économique est le plus proche d'une security. Mais c'est même pas encore le cas. Il va falloir créer un cadre légal spécifique pour les protocoles d'intermédiation, c'est-à-dire les intermédiaires de liquid staking, où concrètement vous ne faites qu'apporter du capital, c'est eux qui réalisent les interactions avec le protocole. Okay, mais sinon, tous les gens qui ont des validateurs chez eux, ou qui font tourner des validateurs privés, putain, comment on peut appeler ça une security? C'est pas un dividende, tu participes au consensus, d'accord? C'est juste, c'est comme si tu me disais, je suis actionnaire de l'entreprise, mais je travaille dans l'entreprise.
Ah non, dans ce cas-là, tu n'es pas actionnaire, tu es salarié. D'accord? Donc il s'agit bien de comprendre, pour moi, c'est plus assimilable à un salaire. On participe à ce réseau. Donc, c'est pas du tout une fucking security. On n'est pas des investisseurs qui achètent des actions et qui doivent payer des taxes sur les coupons. C'est, au mieux, ça va être une taxe de l'ordre d'une taxe salariale. Mais est-ce qu'on peut vraiment justifier ici d'une activité de ce type? Non, c'est très assimilable. C'est entre les deux. Voilà. Il s'agit de comprendre qu'on est entre le travail, puisqu'on fournit la puissance de calcul qui sécurise le réseau, on apporte le collatéral du proof of stake, donc on participe activement à la production de valeur, et on en récupère une partie, ce qui est totalement légitime et qui s'assimilerait à une forme de salariat, ou en tout cas, on va dire, une forme de travail communautaire. C'est-à-dire, on travaille ensemble et on partage le fruit du revenu de notre travail communautaire. Bon, dans ce cas-là, je dis déjà, il va falloir créer ça, ce cadre légal pour ça. Il va falloir créer un cadre légal pour tous ceux qui le font avec un intermédiaire, c'est-à-dire ne le font pas directement. Comment on taxe l'intermédiaire? Comment on taxe le revenu qui est transféré? Voilà, la question va devoir se poser. Mais encore une fois, ici, il n'y a pas de... c'est pas noir et blanc. La réponse est très difficile à apporter, il va falloir trouver dans la nuance. Ça va prendre du temps. En attendant, il est là le vrai problème, et c'est la seule raison pour laquelle, pour ma part, il n'y a pas encore cet énorme afflux de capitaux institutionnels dans le staking d'Ethereum, malgré le fait que je sais clairement qu'ils en ont un intérêt majeur là-dessus pour remplacer leur exposition aux dettes d'État, puisque en fait Ethereum c'est ni plus ni moins qu'une dette d'État sans État. Enfin, en tout cas, il y a une gouvernance Ethereum, mais il n'y a pas, on va dire, d'État territorial avec son armée, son machin, son bidule. Tout ça, non. Donc Ethereum, c'est la dette, puis ça fournit un coupon, hein, donc c'est plus assimilable, comme on l'a dit, à un revenu de travail dans un mécanisme proof of stake. Donc c'est un revenu de travail dans lequel il faut apporter de l'argent, donc ça pourrait ressembler effectivement à un produit de rendement, mais en attendant, il faut quand même fournir un travail, parce qu'encore une fois, vous ne fournissez aucun travail quand vous achetez un bon du trésor. Vous ne faites qu'apporter un collatéral, vous ne faites pas activement partie de l'extrapolation de la dette américaine. Vous amenez juste le capital. Donc encore une fois, ce qu'on voit, c'est que c'est un peu au milieu de tout un tas de trucs existants, mais ça ne colle à aucun d'entre eux. Donc ça n'est ni ça, ni ça, ni ça, c'est un peu entre tout ça. On sait qu'il va y avoir un événement de taxation, hein, puisque de toute façon, vous êtes prélevé sur le coupon quand vous faites du produit d'endettement, donc de la dette. Vous êtes de toute façon taxé au dividende quand il y a un dividende, sur de l'actionnariat classique. Vous êtes taxé de toute façon si vous travaillez au sein de l'entreprise, ou sinon c'est l'entreprise elle-même qui est taxée. Donc il y aura bien taxation. La question est de savoir à quel niveau et combien et comment. Et de savoir de qui et du ressort juridique de la collecte de cette taxe. C'est ça qui est hyper important de comprendre. Ok? C'est hyper important que vous compreniez ça. Donc oui, il y a un flou juridique qui va devoir être levé, et c'est ça que va catalyser Chapella. La grosse discussion immédiate de ces revenus. Mais il y a deux choses qu'il faut que vous compreniez, c'est que d'une part, tant que vous ne retirez pas ces rewards, il n'y a pas d'événement de taxation. C'est comme si concrètement, l'entreprise détachait un dividende, mais que tu avais le choix de le refuser. Dans ce cas-là, se pose la question de qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu reçois l'événement de taxation alors que tu n'as pas reçu le capital? Non. Donc là encore, attention, il va y avoir tout un flou juridique sur, théoriquement, n'importe qui a un validateur ne sera pas assujetti à quelque impôt que ce soit tant que ces rewards n'auront pas été retirés. Et si vous comprenez ça, vous comprenez que, pour ma part, c'est encore une fois, là aussi, peut-être un faux ami, cet aspect réglementaire. La réalité, c'est que, à mon avis, au bout d'un moment, il y a ces fameux effets de mode, ces fameuses ruptures exponentielles dont on voit déjà sur pas mal de métriques les prémices. Cet effet de, bon, ok, il y a des zones d'ombre qui vont de toute façon être liftées à terme, et en attendant, il faut y aller avant que ça explose. Voilà. À mon avis, le narratif final sur Ethereum, de ce qui se dit ou de ce que je vois chez des gérants un petit peu plus smart money, c'est de toute façon, il va falloir y aller. Si ça baisse, on achètera, et puis si ça monte, il faudra suivre le train, parce que c'est là, de toute façon, que se trouve la tendance, point barre. Voilà un peu l'accord commun sur Ethereum de ce que je vois plutôt smart money. Alors ça ne veut pas dire du coup, bon, mais je m'en bats les couilles du prix, j'achète. Ça veut surtout dire, pour ma part, il fallait déjà le faire il y a très longtemps. C'est pas maintenant qu'il faut réfléchir à suivre le train. C'est plus de dire, ces gens qui repoussent, d'accord, commencent à comprendre de plus en plus que Chapella ne résoudra pas le problème. Pire, elle va maintenir cette incertitude, et dans tous les cas, la meilleure posture à adopter, c'est-à-dire la meilleure chose à faire, d'accord, c'est pas d'attendre, c'est de comprendre que la seule chose, c'est d'y aller, d'accord, et de ne pas retirer les rewards. Comme ça,
peu importe le doute sur l'événement de taxation, on s'en fout. Ça reste dans ce cas-là un capital investi sans rendement, puisque ce rendement n'existe pas tant qu'il n'est pas retiré. C'est un rendement hypothétique, et c'est toute la beauté de la structure technique du validateur. Le validateur, ce n'est pas votre propre wallet. Vous déposez sur un smart contract. Il s'agit bien de comprendre que vous n'êtes plus réellement en possession de ces fonds. Le validateur, c'est pas réellement votre wallet, c'est autre chose. Ok? Donc il faut faire attention à ça, il s'agit vraiment de le comprendre. C'est assez intelligent d'ailleurs dans le design de base de ce truc-là, à croire que ces gars-là avaient déjà compris le merdier législatif dans lequel ils s'engouffraient. Donc voilà, moi je vous le dis clairement, donc par rapport à des smart money, des décisionnaires un petit peu plus smart money, voilà ce qui ressort des discussions. Concrètement, ça va être bon, bas les couilles, si ça part, faudra y être de toute façon. Donc comme vous connaissez les gérants en général, c'est plus de dire ils ont acheté déjà une partie en gestion du risque sur les bottoms et ils renforceront la tendance si elle démarre. À partir de là, ils vont s'exposer à ces validateurs et ils éviteront soigneusement de retirer les rewards pour pas être assujettis à l'emmerde de qu'est-ce qu'on fait de cet argent derrière. Ils vont juste laisser les rewards s'accumuler. Donc ça entre en contradiction avec ce qu'on avait dit avant. On avait dit tous les petits opérateurs de petite et moyenne taille, eux, ils vont peut-être retirer leur reward, mais ils vont probablement lancer de nouveaux validateurs. Les investisseurs plus institutionnels, qui ont déjà un peu tordu les règles, souvent en ouvrant des succursales dans des pays plus compliant, etc., eux, ils ont probablement déjà commencé les activités de validation et ils vont bien se tenir de surtout pas retirer pour pas être emmerdés par l'aspect réglementaire. Eux, ils vont juste continuer business as usual. Donc si vous agglomérez toutes ces infos, comprenez pourquoi d'une, j'en ai rien à branler de Chapella, de deux, je pense qu'à court terme, ça va pas du tout être aussi volatile que les gens le pensent, et que de trois, je pense que de toute façon, la résultante, elle est juste bullish. Parce que là, c'est la seule chose que produit en fait Chapella, si on enlève donc ces dialogues autour de Chapella qui, pour ma part, nécessitent juste un tout petit peu de réflexion pour comprendre qu'ils sont tous faux, ces dialogues. La seule chose dont je suis sûr, c'est que Chapella va permettre aux gens de retirer. Et que permettre aux gens de retirer, c'est retirer le fait que jusque-là, c'était juste même pas possible. Donc Chapella, la seule chose qu'elle fait, mis à part lever beaucoup de questions de gens qui réfléchissent pas plus loin que ça, parce que sinon ils verraient que ces questions sont pas très rationnelles, il s'agit juste de se dire, dans ce cas-là, la seule chose que produit Chapella, c'est un choix. Elle offre le choix. Que vous soyez parmi ces validateurs qui s'en foutent d'être dans le flou juridique de la taxation, je provisionne, entre guillemets, et je finirai par payer, je suis soit une petite société dans une juridiction relativement compliant, soit je suis un validateur autonome, voilà, et dans ce cas-là, m'en fous, voilà, je provisionne et je paierai mes taxes tôt ou tard quand ce sera fait, et puis peu importe, voilà. Je sais que cet événement de taxation arrivera, j'en connais pas la nature, mais je m'en branle. Ça m'empêche pas de réaliser mon activité, de retirer mes rewards aujourd'hui pour éventuellement relancer des validateurs, puisque c'est ce qu'on a vu est le plus probable pour ces types de profils-là. Certains vont vendre, évidemment, pour diversifier les portefeuilles, mais Ethereum ayant pas été le surperformeur ces derniers mois, il y a peu de chances que ces gars-là, en fait, vendent des Ethers pour acheter autre chose. En soi, il y a plus de chances qu'ils rachètent des Ethers, enfin, qu'ils remettent ces Ethers en jeu. Voilà un peu le délire. Pour les investisseurs plus institutionnels, donc comme je vous dis, pour la plupart, ils ont probablement créé des succursales dans des pays plus compliant à ce niveau-là. Ils ont probablement déjà commencé leur activité. Et à partir de là, ils vont bien se garder, eux, de retirer. Voilà un peu ce que j'en pense. Par contre, la zone d'ombre, elle se situe au niveau des liquid stakers. Et eux, je pense qu'il y a un beau merdier réglementaire qui les attend. Donc attendez-vous à des Wells Notice qui devraient arriver chez Lido Finance, etc., etc. Puisque là, clairement, il y a un flou juridique d'intermédiation et la SEC ayant bien envie de tout taper sur ceux sur qui elle peut taper, ça m'étonnerait franchement qu'il n'y ait pas une Wells Notice en direction de Lido Finance qui arrive prochainement. Voilà, donc on fait gaffe, d'accord ou même pas de Wells Notice, et direct, on y va. Hein, voilà. Mais bon, donc il faut faire attention. Pour moi, le risque qui se situe au niveau sur des protocoles de liquid staking, c'est ce que moi je fuis comme la peste actuellement, plus qu'autre chose. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, vous savez tout pour ma part sur Chapella. Peut-être un peu de volatilité à court terme, mais là encore, les structures de flux m'invitent plutôt à l'inverse, et de dire, je pense juste que ce machin-là est boule, et puis voilà. Qu'il y aura peut-être un peu de volatilité à court terme, mais je pense que c'est surtout du
FUD sans fond, c'est-à-dire qu'à mon avis, les investisseurs plus institutionnels savent bien que en fait, ça fait que remuer une mayonnaise pour débiles. Donc, mis à part de la volatilité de retail, je ne pense pas nécessairement que les institutionnels vont s'amuser avec Chapella. Je pense qu'ils vont juste laisser tranquillou le marché faire son job. Si ça baisse significativement, ils vont probablement acheter. Si ça monte, ils ne vont pas vendre. Donc, à mon avis, ça finira par monter. La question, c'est... restez patient. Voilà, pour ma part, l'avis technique que j'ai, les cassures de cycle, tout invite que c'est bullish, le V-bottom, le machin, bref, voilà, je ne cherche même pas la moindre résistance dans ces contextes baissiers. Le minimum avant de parler de résistance, ce sera de casser ces contextes vendeurs. Donc peut-être qu'on commencera à éventuellement à dire à 2004, il n'y aura plus d'acheteurs sur Ethereum. Pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas le moindre vendeur à 1009, sauf des gens qui arriveront à vous rentrer dans le cerveau des narratifs un petit peu, à mon sens, d'homme-monnaie. Voilà. Donc vous ne laissez pas avoir, comme d'hab, par ces FUD, etc. J'ai essayé, en tout cas ici, de manière un peu plus smart, même si je ne détiens pas la vérité non plus, de vous démontrer que ces éléments que vous avez souvent sur des grands médias sont franchement un peu fallacieux et qu'il ne faut pas nécessairement un QI de 200 pour voir que ces trucs-là n'ont pas réellement de sens derrière. Voilà, allez, c'est tout pour aujourd'hui. Donc bonne journée, bonne Chapella, bon CPI, bon FOMC minutes. Soyez tranquille, donc pas trop de flux aujourd'hui, ou alors essayez donc de comprendre que des marchés catalysés, à moins que vous ayez la news avant, c'est pas vraiment nécessairement un marché dans lequel vous pouvez être profitable autrement qu'en tradant la volatilité inhérente à ces ratios. Donc j'ai dit ratio 1 pour 1, en général on se déplace et on va poser le cul entre deux chaises. Voilà. Essayez d'utiliser ces notions-là si vous tradez de la news. Et encore une fois, pour ma part, les tradings de news, c'est clairement pas les tradings les plus profitables. Ça, pour moi, ça sert à occuper le vide. Mais en général, moi, quand il y a des grosses news comme ça, je prends du recul, j'ai des portefeuilles swing qui sont là, normalement dans le bon sens. Voilà comment j'aborde ces news. Donc moi, perso, je ne vais pas trop trader aujourd'hui. Je vais regarder les gens s'enfiler les uns les autres. Et puis personnellement, mes portefeuilles me semblent être correctement orientés actuellement. Voilà, allez, ciao ciao!